Bonjour, on va donc continuer la série d'exercices qu'on a commencé la dernière séance. Donc on va traiter l'exercice 4. Alors dans cet exercice, on possède une souche pure de drosophile qui est double mutante, c'est-à-dire qu'il y a la mutation AST et la mutation PG. La mutation AST code pour des yeux rugueux, donc qui ne sont pas normaux, et la mutation PG code pour des vénules supplémentaires. La deuxième souche pure a la mutation O, et cette mutation conduit à des ailes obliques. Alors on a croisé une souche qui a les mutations ASTPG avec une souche qui a la mutation O. Ce croisement, il a donné une génération F1 qui est à 100% sauvage. Le croisement d'un individu F1, ici une femelle, avec un mâle triple homozygote récessif, ce croisement, qui n'est rien d'autre qu'un croisement test-cross, a donné ces 8 phénotypes avec leurs effectifs. Et on demande, est-ce que les gènes, ou les 3 gènes étudiés, sont portés par le même chromosome ou non? On demande aussi de déterminer l'ordre des gènes sur le chromosome, d'établir la carte factorielle et de calculer le coefficient de coïncidence. Alors, en ce qui concerne la correction de cet exercice, donc tout d'abord, il s'agit de l'étude de 3 couples d'allèles. Donc, chaque allèle, il est soit sous la forme sauvage plus, soit la forme mutée. Donc, nous avons le couple d'allèles AST, AST+, le couple d'allèles PG, PG+, et le couple d'allèles OO+. C'est un trihybridisme avec dominance des allèles sauvages. Et dans cet exercice, on connaît le phénotype et le génotype des parents puisqu'elles sont de race pure. Notre croisement, donc, c'est une souche qui est AST-PG-O+, avec l'autre souche parentale qui est AST+, PG+O. Point de vue génotype, nous avons ces croisements. Ils sont de race pure, donc chacun des 2 parents, il est homozygote pour les 3 couples d'allèles. Et en F1, on a 100% de phénotypes et de génotypes qui sont hétérozygotes. Comme phénotype, ils sont sauvages. Alors, le croisement de l'individu F1 avec le triple homozygote récessif, c'est-à-dire notre test cross, c'est ici nous avons l'individu F1 qui est hétérozygote pour les 3 couples d'allèles et qui est de phénotype sauvage avec l'individu qui est triple homozygote récessif, c'est-à-dire il est homozygote récessif pour les 3 couples d'allèles. Alors, un petit rappel du cours ici. Donc, ces 8 phénotypes obtenus par les tests cross, en fait, on obtient 8 phénotypes parce qu'on a 3 gènes. Donc, il y a 8 cas possibles. C'est 2 à la puissance 3. Donc, parmi ces 8 phénotypes, nous avons 2 qui sont parentaux. Donc, c'est des phénotypes qui ressemblent aux parents. 4 phénotypes qui sont simples recombinés, ici représentés en vert. Simples recombinés, ça veut dire qu'ils sont recombinés soit au niveau de ce segment chromosomique, soit au niveau de ce segment chromosomique. Donc 2 recombinés ici et 2 recombinés ici, ça fait 4. C'est ce qui est représenté ici en vert. Et finalement, nous avons 2 phénotypes qui sont double recombinés. Ils sont représentés ici en bleu. Donc, les doubles recombinés, ce sont des individus qui ont subi crossing over ici et ici, en même temps. PG, puisqu'il ne nous concerne pas maintenant. Donc, nous avons comme recombinés de ces 2 couples d'allèles, nous avons ces 48 qui sont OAST, ces 43 qui sont O+, AST+, ces 8 qui sont OAST, et finalement ces 12 qui sont O+, AST+. Donc, comme recombinés de ce couple d'allèles, nous avons 48, 43, 8 et 12. La somme de tous ces recombinés, elle est inférieure à la somme des 2 parentaux. Ça veut dire que ces 2 couples d'allèles sont génétiquement liés. Et s'ils sont génétiquement liés, ça veut dire automatiquement qu'ils sont aussi physiquement liés. Ça veut dire qu'ils sont situés sur un même chromosome. Alors, le même principe, on va l'appliquer, ce n'est pas la peine ici d'entrer dans le détail. On va l'appliquer pour les couples d'allèles OO+ d'une part et PG d'autre part. Et pour les couples d'allèles AST et le couple d'allèles PG. Et dans les 2 cas, on va trouver que les recombinés sont inférieurs aux parentaux. Donc, dans les 2 cas, les gènes sont toujours génétiquement liés. Par conséquent, sont physiquement liés. Donc, ces 3 gènes sont génétiquement liés 2 à 2. Et donc, ils sont physiquement liés. Donc, les 3 gènes sont situés sur un même chromosome.
Alors maintenant, on sait que les 3 gènes sont situés sur le même chromosome, mais on ne connaît pas l'ordre des gènes sur le chromosome. Donc, pour déterminer cet ordre, on l'a vu dans le cours, il suffit de comparer les phénotypes parentaux et les phénotypes des doubles recombinés. On avait dit dans le cours que entre les parentaux et les doubles recombinés, le gène du milieu, il est permuté. Donc ici, nous avons les phénotypes parentaux et ici, nous avons les phénotypes doubles recombinés. Chez ces deux parentaux, chez un parent AST+, PG+, et AST, PG sur l'autre parent, sont rassemblés. Ils le sont toujours chez le double recombiné. AST, PG d'une part et AST+, PG+, d'autre part. Par contre, O, il est permuté. Regardez, ici, les allèles représentés en bleu. Dans ce cas, ils sont avec O, alors que ici, ils sont avec O+. L'inverse pour les autres allèles chez l'autre parent. Ici, AST-PG, il se trouve avec O+, alors que ici, il se trouve avec O. Donc, c'est le couple d'allèles OO+, qui est permuté entre les deux. Par conséquent, c'est ce couple d'allèles qui se trouve au milieu. Donc, on est dans cet ordre. AST, AST+, et PG, PG+, sont dans les extrémités et le couple d'allèles OO+, se trouve entre les deux. Sur ce petit schéma où sont représentés des chromatides en stade prophase 1 de la méiose, il montre comment est-ce que lorsqu'on a une double recombinaison, c'est-à-dire deux cross-synovres en même temps, le gène du milieu, il est permuté. Alors ici, nous avons AST+, PG+, ils sont toujours ensemble. Dans cette chromatide parentale, ils sont avec l'allèle O. Dans cette chromatide double recombinée, ils sont là avec l'allèle O+. Et c'est l'inverse pour ces deux, AST, PG. Ils sont ensemble chez les parents et chez les doubles recombinés. Chez un parent, ils sont avec O+, alors que chez ce double recombiné, ils sont avec O. Alors maintenant, nous avons déterminé l'ordre des gènes. Il reste à déterminer la distance entre le couple d'allèles AST, AST+, et OO+, d'une part, et le couple d'allèles, et entre le couple d'allèles OO+, et le couple d'allèles PG+, d'autre part. Donc ici, nous avons ces calculs. Alors, on a vu tout à l'heure comment chercher le recombiné pour chacun des couples d'allèles entre eux, 2 à 2. Et donc, on va commencer par calculer cette distance entre AST et O. Donc, c'est l'ensemble des recombinés. Donc, tout à l'heure, on l'a dit, c'est 48 plus 43 plus 12 plus 8 sur le total qui est 1000 fois 100. Et ça va nous donner une distance qui est égale à 11,1 centimorgans. La distance entre OO+, PG+, c'est la somme de leurs recombinés. Donc, c'est 8 plus 12 plus 120 plus 125 sur 1000 fois 100. Et ça va donner une distance de 26,5 centimorgans. La distance entre AST et PG, c'est l'ensemble des recombinés sur le total. Donc, c'est tous les simples recombinés. C'est 43, 48, 120 et 125 divisé par le total fois 100. Et ça va donner 33,6 centimorgans. Alors, tout ça, on a vu déjà le détail dans le cours. Et on retombe dans cette situation. Alors, bien sûr, dans le cours aussi, on a dit que la somme, on ne trouve pas la même valeur lorsqu'on fait la somme de 11,1 avec 26,5. On ne trouve pas 33,6. On trouve une valeur qui est supérieure. Et ceci, c'est à cause de ce qu'on appelle l'interférence. C'est pourquoi d'ailleurs ici on vous demande de calculer le coefficient de coïncidence. C'est la dernière question. On sait que le coefficient de coïncidence, c'est le pourcentage du double recombiné observé sur le pourcentage du double recombiné attendu. Donc les doubles recombinés observés, c'est ce qui est expérimental. Ici on a 8 et 12 sur 1000 fois 100. Donc ça va donner un pourcentage de 2. On a 2% de double recombinés observés. Les doubles recombinés attendus, c'est ce qu'on devrait obtenir théoriquement. Donc, c'est le produit des deux divisé par 100. Et on aura un pourcentage de 2,94. Par conséquent, notre coefficient de coïncidence, c'est 2 divisé par 2,94. Et ça va nous donner une valeur de 0,68. Ça veut dire que, dans notre cas, 32% des doubles recombinés qu'on devrait obtenir ont été éliminés à cause de l'interférence. Et donc, on a obtenu seulement 68%. Donc, ce sera fini pour cet exercice et on verra le 5e et le dernier exercice. Alors,
là aussi on est chez la drosophile et on vous dit qu'on possède deux souches pures qui diffèrent de la souche sauvage par la couleur des yeux. Donc une souche mutée, elle a une couleur vermillon, l'autre souche elle est mutée, et là une couleur rubis. Et on rappelle ici que la couleur sauvage, c'est des yeux de la drosophile, c'est le rouge. Et on a réalisé deux croisements. Alors le premier croisement 1, on a croisé un mâle vermillon avec une femelle rubis. Dans ce croisement, on a obtenu une F1 où 100% des drosophiles sont sauvages, c'est-à-dire elles ont la couleur rouge. Alors, pour ce croisement, on vous demande comment expliquez-vous qu'en F1 ici, aucune mutation n'apparaisse. On est parti de deux souches qui sont toutes les deux mutées et on a obtenu F1 qui est sauvage. C'est ça la question. Dans un deuxième croisement, on a fait cette fois-ci une femelle vermillon avec un mâle qui est rubis. Dans ce cas-là, ce croisement numéro 2, il a donné en F1 tous les mâles qui sont vermillons et toutes les femelles qui sont sauvages. Et on vous demande, premièrement, ou en petit a, comment on peut expliquer le fait que le caractère vermillon apparaisse chez les mâles. Croisement 2. Et on vous demande, est-ce que les gènes impliqués dans ces croisements sont portés par le même chromosome? Et on vous demande finalement de représenter par un schéma les génotypes des parents des croisements 1 et 2 et l'échiquier issu de ces croisements. Alors concernant cette question, comment expliquez-vous qu'aucun des deux caractères mutés n'apparaissent en F1? Alors la réponse est tout simplement parce que les deux souches mutées, c'est-à-dire la souche vermillon et la souche rubis, sont mutées au niveau de deux gènes différents. Parce que la première question qu'on va se poser, c'est que est-ce qu'on est en train d'étudier un seul gène ou deux gènes? Ça veut dire aussi, est-ce qu'il s'agit d'un seul couple d'allèles ou de deux couples d'allèles? Alors, s'il s'agissait d'un seul couple d'allèles qui code pour la couleur vermillon, la couleur rubis ou la couleur sauvage, si c'était un seul couple d'allèles, F1 serait automatiquement muté. Or, ici, elle est sauvage. C'est pourquoi elle est entièrement sauvage. Donc, nous avons deux couples d'allèles. Nous avons un couple d'allèles vermillon plus et l'autre couple d'allèles qui est rubis plus. Ce couple d'allèles vermillon plus concerne un gène. Ce couple d'allèles rubis plus concerne un autre gène. Et la mutation au niveau de ce premier gène, lorsque ce premier gène est muté, on obtient la couleur vermillon. Lorsque c'est l'autre gène qui est muté, on obtient la couleur rubis. Lorsque aucun des gènes n'est muté, dans ce cas-là, on obtient la couleur sauvage, qui est la couleur rouge. Donc, on peut interpréter ça de cette façon. Donc, nous avons un mâle qui est vermillon, donc il est de souche pure, comme on vous le dit ici. Alors, c'est indiqué quelque part, il faut l'énoncer. Donc, il est sauvage pour ce gène. Donc, pour le couple d'allèles rubis plus, il est sauvage. Pour l'autre couple d'allèles vermillon plus, il est muté. Donc, ce mâle, il a des yeux vermillons. Croisé avec cette femelle, qui a la situation inverse, c'est-à-dire elle est mutée pour ce premier gène, elle est sauvage pour l'autre gène. Donc, cette femelle, elle a la couleur rubis. Alors, F1 sera automatiquement hétérozygote pour les deux gènes, puisque l'allèle sauvage, il est dominant sur l'allèle muté. Donc, ici, on aura l'allèle sauvage qui va s'exprimer pour ce couple d'allèles, rubis plus. Pour ce couple d'allèles, c'est aussi l'allèle sauvage qui va s'exprimer. Et donc, on aura le caractère plus. Donc, le phénotype de F1 sera sauvage. Alors, uniquement cette situation qui permet d'expliquer pourquoi est-ce qu'aucune mutation, ni vermillon, ni sauvage n'apparaît dans F1, parce que tout simplement, il s'agit de deux gènes différents et à chaque fois, l'allèle sauvage il est dominant sur l'allèle muté. Quand on regarde le croisement 2, cette fois-ci, on croise un mâle qui est rubis avec une femelle qui est vermillon. Dans ce croisement, c'est-à-dire le croisement 2, on va le rappeler, dans ce croisement 2, je répète, la femelle elle est vermillon, le mâle elle est rubis. Dans ce cas-là, les mâles sont vermillons et les femelles sont sauvages. Et on vous demande comment on peut expliquer que cette fois-ci le caractère vermillon apparaît chez les mâles. Alors tout simplement, cette fois-ci il apparaît chez les mâles
Parce que le couple d'allèles vermillon plus est lié au sexe. Donc, la conclusion qu'on peut tirer à partir de ce croisement, c'est que vermillon, il est lié au sexe. L'allèle rubis et l'allèle rubis plus au plus concerne un gène qui est autosomal. Pourquoi? Parce que si le couple d'allèles rubis plus était lié au sexe, les mâles de F1 auraient été rubis. Or, les mâles de F1 du croisement 1 sont aussi sauvages. Donc, le couple d'allèles rubis plus, il n'est pas lié au sexe, il est autosomal. Donc, ici, nous avons le couple d'allèles vermillon plus qui est lié au sexe et le couple d'allèles rubis plus qui est autosomal. Donc, automatiquement, les deux couples d'allèles sont situés sur deux chromosomes différents. C'est la réponse à la troisième question. C'est ce qu'on a ici. Et là, on a une représentation, c'est la réponse à la dernière question. Ici, on a une représentation schématique des génotypes de chacun des parents des deux croisements, le croisement 1 et le croisement 2. Et nous avons finalement l'échiquier correspondant à chaque croisement. Donc ici, le croisement 1, le mâle, il va donner deux types de gamètes. Alors, c'est représenté les deux gènes, donc vermillon plus et rubis plus, sont situés sur deux chromosomes différents. Ici chez le mâle, ici chez la femelle. Donc sur l'échiquier, ce mâle donnera deux types de gamètes. La femelle va donner un seul type de gamètes et on aura donc aussi bien les mâles que les femelles qui seront sauvages. Ici, c'est le croisement réciproque. Donc toujours le mâle donnera deux types de gamètes. La femelle, un seul type de gamètes. Donc ce croisement 2, il donnera les femelles qui resteront sauvages et les mâles qui deviendront vermillons. Voilà, et merci.